Merci beaucoup. Premièrement, merci de l'invitation. Merci à Jerry et Alan pour cette opportunité-là de vous parler aujourd'hui. C'est un plaisir d'être là. I understand, like, Je comprends que ma présentation sera faite traduite en anglais, donc je sais que vous êtes entre bonnes mains avec Alain et Jean, les interprètes, et j'espère que vous pourrez me suivre. je vais commencer peut-être en disant que comme CEO, il y a des CEO qui sont des agents de transformation, des agents de changement. Il y en a qui sont plus réfractaires à la technologie. Moi, je fais partie de du deuxième groupe. En fait, quand mon directeur de technologie a quelques gadgets nouveaux, le premier à l'utiliser, c'est souvent moi dans l'entreprise. Puis à preuve, j'étais hier à Québec, puis mes deux gars n'étaient pas là, ma fille non plus. Alors ma blonde m'a appelé pour ouvrir la télévision à travers des 12 iPads, puis les 22 TV, puis c'est un peu compliqué. Alors, moi, j'aime bien ça, la technologie. Fait que parler de BIM, pour moi, c'est un peu dans cette continuité-là. C'est de parler d'une révolution pour notre industrie, c'est de parler d'une technologie qui a déjà, puis qui va continuer à changer, même plus que changer, qui va révolutionner notre industrie. Au même point, je pense que l'iPad, l'iPhone, puis l'iPod ont changé l'industrie de la musique, l'industrie de la communication, puis l'industrie de la technologie. Alors, comme d'autres personnes viennent d'un peu partout à travers le Québec ou le Canada, pas tout le monde connaît Pomerleau, je vais vous présenter très brièvement l'entreprise. Alors, Pomerleau, c'est quoi? Ben, c'est un entrepreneur général, design builder. On est un joueur dans les partenariats publics-privés aussi. On est un gérant de construction. Notre chiffre d'affaires varie autour de 1,7, 1,8 milliards. Un petit peu en baisse cette année avec l'économie qui est un petit peu plus difficile. À peu près, comme je dirais, à peu près le tiers de notre chiffre d'affaires va être fait en design construction ou en conception construction, un tiers en appel d'offres, plans et devis, puis un tiers ou 20 en gérance de construction. Ça varie d'une année à l'autre. Notre entreprise exécute à peu près une centaine de chantiers simultanés particulièrement de l'Alberta à aller jusqu'à Saint John's, Terre-Neuve. On a des bureaux dans pas mal toutes ces régions-là. Puis avec Beaubois, une de nos filiales, on est dans une vingtaine d'États américains. À peu près 1100 à 1200 employés permanents, ce que les anglophones diraient des salariés, puis 2 à 3000 personnes qui travaillent dans l'entreprise, qui sont des employés de métier, que j'appellerais des hourly. Puis l'entreprise va faire, grosso modo, bon an, mal an, là, à peu près 60-70 de son chiffre d'affaires en bâtiment. Là, on est bien connu. On fait des projets, on essaie de viser des projets de grande complexité, pas nécessairement de grande envergure. Ça fait que nos projets varient de 1 million à aller jusqu'à 5, 6, 700 millions. Mais ce qu'on essaie d'avoir, c'est des projets de complexité. Quand un projet est trop simple, bien, la compétition est trop féroce, puis c'est difficile pour nous autres de se faire valoir. Puis les bâtiments, ben, c'est autant dans la recherche que dans le domaine hospitalier, que dans le domaine des condos, des hôtels, des édifices à bureaux, des édifices institutionnels, des prisons. C'est très, très varié en fonction du marché puis des régions. Environ le tiers de notre chiffre d'affaires va être fait dans le domaine du civil et de l'énergie. Quand on parle du civil, on parle des ponts. On a une division de ponts qui est assez importante. On fait à peu près toujours 8 à 10 rénovations ou projets de nouveaux ponts. On fait beaucoup de projets d'infrastructure, d'ouvrages d'art. On a une division importante dans les travaux maritimes. On est un joueur très important au Québec dans les travaux maritimes, dans les ouvrages de quais. Puis on a une entreprise qui s'appelle Nielsen qui, elle, est spécialisée dans les barrages, les tunnels, puis des travaux de pipeline. Donc des projets de ce que j'appelle du heavy civil. Et par l'entremise d'une de nos filiales, Borea, on est une entreprise qui a je dirais, planté ou déployé à peu près 50 de toutes les éoliennes au Canada depuis les 6 dernières années. Puis l'année dernière, cette entreprise-là a effectué à peu près 500 millions de volume d'affaires, a planté 450 éoliennes dans l'année 2014. BIM chez Pomerleau, c'est quoi? Ben, c'est une priorité absolue. C'est pas juste un pitch de vente, c'est au contraire. Je pense que c'est aussi un pitch de vente, c'est aussi quelque chose qui nous démarque, mais c'est clairement une priorité absolue. En fait, si je voulais démotiver les high potential de mon organisation ou les futurs leaders de mon organisation, j'aurais juste à dire qu'on tourne le dos à BIM.
Ça serait une belle façon de les démotiver puis de lui demander de sortir de l'entreprise. Si tu veux garder les gens, les jeunes qui sont les jeunes motivés qui veulent le futur, tu n'as pas le choix. Dans mon esprit, à moi, tourner le dos à BIM, tourner le dos à tout ce qui va suivre BIM, c'est une mort pas lente, c'est une mort rapide. Alors pour moi, c'est un total commitment. Puis d'ailleurs, quand on regarde en 2014, je pense que vous avez des chiffres ici, là, à peu près 74% de nos projets comportaient du BIM, étaient soit 100% BIM, dans les projets plus complexes, ou soit en partie BIM. Par exemple, C-Series à Mirabel a été faite en partie en mode traditionnel, puis l'autre partie qui était plus complexe, qui avait des pits, qui avait des ouvrages où la coordination était plus grande. À ce moment-là, on modélisait une partie du projet pour aller chercher le bénéfice pour notre client. Fait qu'on a 16 employés BIM qui est sous la supervision d'Ivanka Yardonova, qui va être une des présentatrices aujourd'hui. On a une cinquantaine d'utilisateurs, puis ça, c'est quelque chose qui augmente à chaque jour, là, mais aujourd'hui, on a une cinquantaine d'utilisateurs quotidiens de BIM, donc qui sont capables de manipuler ces instruments-là, puis au moins une centaine de consommateurs. On parle de nos surintendants, nos contremaîtres, puis ça, j'inclus pas là-dedans tous les sous-traitants qui sont rendus, qui travaillent exclusivement avec la technologie, plus de plans, puis paperless sur les chantiers. Donc, pour nous autres, là, chaque nouveau projet, c'est un nouveau projet qui commence dans la nouvelle technologie. On finit les anciens projets avec l'ancienne technologie, puis le nouveau qu'on commence, ça commence avec du smart use, c'est online. C'est plus avec du papier, là, à moins que ce soit un projet très, très, très simple, ce qui est une faible partie de notre chiffre d'affaires. Si on regarde l'évolution du CAD pour l'entrepreneur en construction qu'on est, si je recule dans le temps de mon père, des années 60-70, CAD, on peut dire que l'architecte, c'était le roi et maître. Puis la beauté de cette époque-là, c'est que, bon, les projets étaient plus simples, les matériaux étaient plus simples, mais le temps, c'était l'architecte qui décidait. Il avait le temps de faire ses plans. On travaillait sur des immenses plans. On prenait le temps de rencontrer les ingénieurs, les architectes. On avait des chefs d'atelier. On mettait les plans en superposition. On prenait le temps de regarder ça. Après ça, on prenait le temps d'aller en appel d'offres. Puis quand on allait en appel d'offres, il y avait l'exécutant qui était l'entrepreneur général qui exécutait. Puis je pense qu'on peut dire qu'un projet d'une envergure d'aujourd'hui, d'un projet de 100 millions, qui à l'époque était peut-être un projet de 40 ou 50 millions, quand tu avais 10, 15 questions, éléments de coordination, puis quelques avis de changement, c'était la vie. C'était comme ça que ça se passait. Puis est arrivé le CAD. Le CAD, on passe des immenses plans à des petits écrans. On invente des nouveaux mots, des nouveaux buzzwords, flash track, fast track. Aujourd'hui, fast track, flash track, ça n'existe plus parce que tout est rendu de même. Mais à l'époque, un projet de construction de 15 mois, tout le monde se compétitionnait pour essayer de le faire en 10 mois. Puis l'autre disait c'était en 9 mois, puis l'autre disait c'était à 8 mois. Ça fait qu'est-ce qui arrive? On a chacun, les architectes, les ingénieurs dessinent en silo. On n'a pas vraiment le temps de coordonner. On a déjà commencé à creuser, puis le design se fait en même temps. De telle sorte que, puis en plus de ça, on a une nouvelle vision. L'architecture s'est beaucoup soignée, les matériaux étaient beaucoup plus vastes, les systèmes électromécaniques beaucoup plus complexes. De telle sorte qu'on s'est retrouvé dans ce que j'appelle une période infernale. C'était l'enfer. Pour l'entrepreneur général, ce qu'on vivait, c'était une complexité hallucinante. Un projet normal, c'est 3, 4, 5, 600, 800 RFI, là, des questions et réponses aux professionnels. On travaille avec des croquis. On avait des commis de chantier à profusion sur les chantiers pour changer les plans tous les jours, parce qu'à tous les jours, il arrivait des nouveaux croquis qu'il fallait intégrer au plan, puis après ça, envoyer à nos 22 sous-traitants. On a généré un paquet de changements pour notre industrie. Le mot changement qui était très peu existant dans les années 40, 50, 60 est devenu une norme, c'est devenu un problème de réputation. Puis ça passait sur le dos des entrepreneurs. Franchement, ça passait sur le dos des entrepreneurs, alors qu'on vivait, nous autres, une période infernale où le surintendant, c'est devenu un super-héros parce qu'il avait à partir avec des plans, puis il finissait avec d'autres plans. Puis entre les deux, là, il fallait qu'il compute tout ça dans son système
pour essayer de coordonner des changements continuels qui étaient dus à ce manque de coordination, de manque de temps-là qu'on avait. Ça nous amène à aujourd'hui, ce que j'appelle aujourd'hui la période pré-BIM ou post-CAD. On vient en arrière, c'est Back to the Future, c'est pas Marty McFly qui revient à BIF, mais c'est pas Merlot qui revient à BIM, en tout cas c'est mon... mais clairement, on vient en arrière, on vient 20 ans en arrière, on améliore la coordination, on améliore la communication. Pour moi, c'est une révolution dans notre industrie, je le répète encore. D'ailleurs, avec Ivanka, on était dans un sommet BIM chez AutoCAD à San Francisco, il y a à peu près 1 an et demi, où le gars nous expliquait que, il y a 5 ans, 4 ans, ou 3-4 ans auparavant, 80-90% des ventes d'AutoCAD étaient faites à des architectes. En 2013, à la fin de 2013, 80-90% des ventes d'AutoCAD étaient faites à des entrepreneurs. De Revit, pas de CAD, mais de Revit, étaient faites à des entrepreneurs généraux, à des entrepreneurs spécialisés. Donc, on parle vraiment d'un changement majeur où les entrepreneurs spécialisés ont eu à vivre un grand changement technologique pour le bien, je pense, de notre industrie. Donc, je continuerai en disant, le BIM, pourquoi? Pour l'architecte et les ingénieurs, moi, je pense que, dans le fond, la culture pour l'architecte du 3D existe depuis longtemps. Dans le fond, AutoCAD, c'est AutoCAD version 9 à 10, à 11, à 12, à 12, à 13, à 14, je ne suis pas tout au courant de tous les chiffres, là, mais pour eux autres, c'est une évolution, c'est une continuité. On améliore la rapidité, ça nous permet d'aller plus vite, ça nous permet de donner des rendus plus spectaculaires, ça nous permet de se vendre mieux. Puis malgré ça, je vous dirais qu'au Québec, puis même dans les marchés dans lesquels on œuvre, si on regarde l'intégration de BIM dans nos grands bureaux d'architectes, on est loin d'être à 100%, on est peut-être encore à 30-35% de gens qui sont formés BIM à l'intérieur de nos grands bureaux. Ça change évidemment tous les jours, mais on a encore un bout de chemin à faire. Les ingénieurs en structure utilisent ça depuis très longtemps pour toutes sortes de raisons évidentes. C'était pour l'amélioration de la flexibilité, de la rapidité, de la précision. Et ils sont vraiment des leaders. C'est eux autres qui ont été les premiers à utiliser le BIM de façon importante, puis ils sont encore très, très bons. Ingénieur mécanique électrique, d'après moi, c'est un réveil brutal. Ceux-là qui ne tournent pas vers le BIM immédiatement dans les prochains mois, il y a un danger parce qu'il y a des whiz kids qui sont en arrière puis qui sont en train de changer l'industrie. Puis eux autres, ils s'intègrent BIM puis ils vont remplacer les dinosaures. Fait que je pense que c'est vraiment une industrie qui a besoin de s'en aller vers les nouvelles technologies parce que c'est un game changer dans l'industrie. Pour l'entrepreneur général, c'est plus qu'un outil de coordination et un outil de communication. C'est aussi un outil qui permet de suivre les coûts. Chez nous, l'estimation, on a 8 ou 9 bureaux d'estimation. Puis chaque bureau d'estimation est en train de tourner vers des modèles BIM. Donc, on sort de on-screen take-off puis on s'en va sur BIM. D'ici la fin de l'année, nos 8 ou 9 bureaux vont être tournés sur BIM. Pour nous autres, évidemment, réduction des imprévus, automatisation, les contingences sont moins nécessaires, le nombre de changements, toute la pré-construction, puis la période où on débute la construction, c'est une période qui nous permet de répondre aux 800 RFI que je vous parlais tantôt. Au lieu de les répondre au fur et à mesure, quand on arrive le nez dans le vide, on essaie de les voir à l'avance. Ça nous permet d'identifier tous les clashs de coordination. Donc, pour nous autres, c'est un bénéfice qui est important. Mais en même temps, puis vous allez comprendre que quand on répond au RFI puis qu'on baisse les avis de changement puis tous les changements au contrat, qui était une source de génération de revenus pour les entrepreneurs et les sous-entrepreneurs, on se tire une balle dans le pied. Donc, on augmente notre performance, on augmente aussi notre réputation, mais on se tire aussi une balle dans le pied au niveau de nos revenus. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on donne ce bénéfice-là directement au client pour son bénéfice, puis pour le bien de notre industrie. Moi, je pense que dans un projet BIM pour un client, là, un investissement, puis je pense que vous allez avoir une présentation cet après-midi au Colisée, pour le Colisée ou l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, l'AMQ. Pour moi, là, un projet comme ça, ou Place Belle qu'on vient d'obtenir, c'est un rendement retour de 20 pour 1. Tu investis une pièce en BIM, tu vas avoir un retour de 20 pièces.
c'est un no-brainer pour un projet de cette complexité-là. Pour un projet comme 900 Maisonneuve, un édifice à bureau ou l'Hôtel de la Montagne, deux projets qu'on commence bientôt, c'est peut-être un ratio de 10 à 15 pour 1. Pour un Walmart, ben, c'est peut-être un ratio de 1,25 pour 1 ou 1 pour 1. Mais la complexité fait en sorte que le retour sur investissement est énorme pour le client. Puis là, on s'en va vers, évidemment, d'autres... ça continue. Tu sais, BIM, c'est le début d'une révolution, donc je vais vous revenir là-dessus. Mais en fait, pour le propriétaire, l'avantage, bien, comme je disais, c'est lui qui bénéficie de l'optimisation des coûts. C'est lui qui bénéficie d'avoir un meilleur projet. C'est lui qui peut réduire éventuellement ses contingences de projet. Il peut augmenter sa performance. Puis je pense que je vais faire grâce de tous les autres avantages parce que vous allez en parler toute l'après-midi des avantages. Mais clairement, au niveau de la maintenance, puis des life cycle analysis, puis de tout le support à l'entretien dans le futur, c'est des avantages qui sont importants. D'autant plus que les modèles BIM ont été faits durant la phase de construction. Donc, en conclusion, je vous dirais, BIM pour Pomerleau, ben, c'est une priorité absolue, comme je disais tantôt. On a d'ailleurs investi 500 000 $, Hydro-Québec aussi 500 000 $ pour faire une chaire de recherche avec l'École de technologie supérieure, avec l'ETS, et sous la supervision de Daniel Fogg, où, dans le fond, on travaille sur l'amélioration de la technologie dans l'industrie de la construction. Je pense on se voit en tout cas comme un catalyseur de BIM au Québec, un leader de l'intégration de BIM au Québec. Puis au fur et à mesure qu'on l'introduit puis qu'on la vend, ben, on a des gens comme Jean Rochette qui l'acceptent, qui l'achètent puis qui trouvent que c'est absolument essentiel. Puis tout ça, ben, c'est sous la direction de notre Ivanka Yardonova, vous allez voir tantôt, qui est notre PhD, notre leader, notre championne BIM. Puis je pense qu'on peut dire que c'est une sommité dans son domaine aussi au Canada. Alors, pour nous autres aussi, ben, c'est une occasion aussi de réunir puis d'intégrer. Coacher, c'est peut-être un mot fort, là, mais on intègre là, tous les entrepreneurs spécialisés, les fournisseurs, on intègre ça dans nos modèles BIM. Puis je pense que nous autres, puis d'autres joueurs du Québec, on est des intégrateurs, ou en tout cas des gens qui vraiment catalysent l'implantation de BIM au Québec. C'est quoi les étapes suivantes de BIM? Ben, c'est le Lean, où déjà on a des projets qui sont en ligne, mais ou en partie en ligne. Tout le Integrated Project Delivery, on s'en va vers une préfabrication beaucoup, beaucoup plus grande dans notre industrie. Dans le fond, ce qu'on doit faire dans cette industrie-là, c'est, si on regarde l'augmentation de la productivité dans toutes les industries, à peu près d'Amérique du Nord ou du Canada, il y a eu une augmentation majeure dans les 20 dernières années. La construction, là, c'est à peu près zéro comme évolution. Puis ce qu'on est en train de faire avec BIM et avec toutes les nouvelles technologies, c'est du rattrapage. Puis moi, je pense qu'on va faire cette courbe-là à une vitesse fantastique. Alors, on est vraiment passé du 3D à 4D, où on intègre nos échéanciers dans BIM, à l'estimation. Puis nous autres, on est rendus là, on arrive là pas mal. Puis là, ben, vous allez parler aujourd'hui de la 6e dimension. Puis après ça, ben, on s'en va vers l'optimisation de l'exécution sur les chantiers, puis s'assurer qu'on perde le moins possible d'efficacité quand on construit. En terminant, je vous laisserai en vous montrant un petit peu un exemple de ce que vous allez voir après-midi en plus en détail, mais ça donne une petite idée de comment on s'en sert au niveau de la préconstruction quand on coupe un édifice. Puis maintenant, nos clients ont accès à ça, ils peuvent l'utiliser, ils peuvent les jouer dedans, ils peuvent bouger les axes, ils peuvent voir les coupes, ils peuvent aller valider, chercher, puis vérifier. Puis dans le cas du Place Belle qui est ici, ben, on a donné ça aux clients. On les a installés sur le iPad. Ils vont le voir, ils regardent les fonctions, ils regardent s'ils sont trop loin, si le bureau de direction est trop loin des joueurs de hockey, par exemple, dans ce cas-là. Puis là, d'un coup sec, il se réveille en disant, ben là, ouais, c'est peut-être pas ça qu'on voulait faire, mais c'est peut-être différent, on le ferait peut-être différent. C'est un outil de visualisation exceptionnel. Puis aussi un outil de présentation pour nous autres. Même les personnes qui ne sont pas nécessairement computer savvy là, peuvent utiliser ça avec une facilité déconcertante. Alors sur ça, je vous remercie de votre attention, puis ça termine ma présentation. Merci.